Bonjour amis, camarades du Cercle Aristote. Aujourd'hui, un interview du jour. Vous savez que je les ai repris parce que là, le vendredi c'est pire me manquait. Et comme on restructure le Twitch, entre ça et les... Alors vous en aurez certaines sur Twitch et vous en aurez d'autres de préenregistrées parce que moi le soir j'ai trois gosses et que je peux pas passer uniquement mes soirées sur Twitch. Donc je partagerai le Twitch avec Nico et avec les autres régisseurs et patrons d'émissions. Donc moi, j'enregistre quand je peux. Voilà. Plaignez-vous en commentaire. De toute façon, ils ne sont pas lus. Donc faites-vous plaisir. Ça augmente mon référencement et je vous en remercie. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu entrepreneuriat français, qui est un point de pouvoir qui manque à la cause nationale d'un point de vue général. Pas uniquement parce que dans la cause nationale, il n'y a pas d'entrepreneurs, parce que premièrement, on ne sait pas faire de réseau d'entrepreneurs chez nous, déjà. On ne sait pas le faire. Et deuxièmement, aussi parce que, il faut être honnête, il y a dans la petite bourgeoisie entrepreneuriale un sentiment européen et antinational qui est quand même très fort. Donc dès qu'ils ont un peu d'argent, ils se barrent. Mentalement ou physiquement, mais ils se barrent. Donc, on n'a pas l'équivalent de ce qu'ont les États-Unis ou autres. Et d'ailleurs, ça va nous amener à notre sujet d'aujourd'hui, à notre invité d'aujourd'hui, Romain Maréchal. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. De rien, ça fait plaisir. Donc, vous êtes entrepreneur français et vous avez lancé un projet qui m'a fait et qui a aiguisé un peu mon intérêt. Parce qu'on parlait justement à la fois des problèmes d'entrepreneuriat, particulièrement dans le camp national, mais également, je mettais en parallèle dans ma petite intro euh, ce que nos amis anglo-saxons ont et que nous, on n'a pas. Ben justement, c'est un domaine très anglo-saxon dans lequel vous avez orienté votre activité, donc à travers épopée. Alors, épopée, c'est quoi? Si vous pouviez nous en parler un peu, qu'est-ce Ah que c'est? bah, en deux mots, Epopée, c'est une plateforme de vidéo à la demande et une société de production dédiée au rayonnement de la culture française. Donc chez Epopée, nous réalisons, nous produisons et nous distribuons du contenu qui fait la promotion de notre patrimoine commun. Ok, donc ça, c'est l'équivalent c'est une plateforme de vidéo à la demande. Donc, Exactement, c'est le même modèle que Netflix, c'est-à-dire qu'il Hmm. y a un abonnement qui vous donne accès, donc mensuel, qui vous donne accès ensuite à un catalogue qu'on veut riche et varié, mais ça on y reviendra pour les contenus, Oui, tout à fait. et Ouais. qui du coup vous donne accès à un catalogue en illimité qui est régulièrement renouvelé justement parce que l'idée derrière ce projet c'était d'industrialiser la production de contenu au service de la France. Ouais, non, non, Alors, je sais que ça va un peu vite en besogne comme question, mais le, ça a l'air pharaonique, dit comme ça, comme masse à déplacer. Ouais. Vous avez trouvé des investisseurs français suffisamment courageux pour tenter ce pari, qui est un très beau pari, hein, il n'y a pas de souci, mais vous voulez, Oui, oui. l'investisseur français, c'est pas le courage qui l'étouffe. Ça dépend. Quand on va chercher j'ai eu la chance d'en rencontrer énormément. Comme dans Mhm. la drague, je me suis pris beaucoup de vestes, ce qui m'a permis d'affiner grandement mon projet et notre proposition de valeur, parce que c'est ça finalement être entrepreneur, c'est créer de la valeur absolue. Mhm. Et au terme de ce périple, j'ai réussi à trouver effectivement des gens qui étaient en adéquation avec ma vision et qui m'ont aussi amené des compétences parce que dans une étape de ce qu'on appelle amorçage, donc qui est vraiment le 0 à 1 de l'étape d'entrepreneur, et ben justement, ils ont amené à la fois des fonds et aussi leurs avis, leurs expériences d'entrepreneurs. Donc, je suis allé chercher différents profils d'entrepreneurs et qui m'ont soutenu. Et aujourd'hui, si on est là, c'est aussi grâce à eux. Mhm. Parce que en l'état, si vous pouviez nous donner quelques traits du catalogue, ce serait quoi? Bah, en fait, ce qui s'est passé, justement, c'est que ça va faire le trait d'union entre cette histoire de financement, donc Mhm. d'entrepreneuriat, et du catalogue. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'audiovisuel, ça coûte cher, particulièrement si on veut faire de la qualité. Vous l'aviez très bien dit en début d'entretien, effectivement, les anglo-saxons savent le faire.
s'en servent énormément. Et nous, en France, on a un peu mis ça de côté, ou alors il y a comment je dirais, le catalogue est fourni par ce que font les anglo-saxons. Ou, exception française, Le Puy du Fou qui arrive maintenant au cinéma. Mais ça vient de débuter et ce sera un film, peut-être 2 par an, mais à mon avis, ce sera plutôt un film par an. Et sauf que entre Le Puy du Fou et YouTube, en termes de production de contenu audiovisuel, il y a un monde. Il y a la VOD en fait. Et la VOD est cet outil formidable qui permet de produire en continu du contenu de qualité. Donc moi, je suis allé chercher des professionnels passionnés par la France comme moi. Et grâce à ces professionnels, on a réussi à développer plusieurs programmes originaux, donc des reportages, des documentaires, des émissions culturelles. Nous travaillons actuellement sur de la fiction, du dessin animé, de la série. À un moment donné, on va même pouvoir attaquer le spectacle, etc. C'est-à-dire réussir à proposer un contenu de divertissement euh, à nos abonnés qui sera disponible exclusivement sur notre plateforme VOD. Et donc aujourd'hui, pour montrer, donc là je reviens sur votre première question sur la levée de fonds, nous avons levé des fonds, ce qui nous a permis de développer 4 programmes et une plateforme VOD, que j'invite justement nos auditeurs à aller voir donc sur epopéefilm.com. Vous aurez les bandes annonces des premiers programmes. Maintenant que cette étape a été accomplie, c'est la raison pour laquelle on arrive justement à se parler aujourd'hui, j'en suis ravi. On a besoin d'aller à l'étape supérieure, qui est de proposer une application mobile, au même titre que nos concurrents américains, et de proposer un catalogue riche et varié, donc avec de l'acquisition de contenu et de la production originale. Donc aujourd'hui, reportage, documentaire, émission culturelle, demain, fiction, dessin animé, spectacle, et bien d'autres surprises. Et donc on en est là aujourd'hui. En fait, c'est un échantillon qu'on met à la disposition de nos premiers abonnés. Il y a à peu près 2 heures et demie de contenu sur notre catalogue, mais nous, on a vocation à renouveler régulièrement, toutes les semaines, le catalogue avec des nouveautés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place des séries, et donc des programmes originaux, que sont le Panthéon des héros, l'Odyssée du vin, Paroles d'experts, Ceux qui font la France, voilà, qui sont les noms de ces séries, justement, qui mettent à l'honneur le patrimoine français. Ouais, là pour le coup, nos spectateurs peuvent le voir. Donc c'est un pari qui débute. Mais déjà, nous, c'est l'une des marques de la culture du cercle d'avoir encouragé la naissance de certains projets. Les gens s'en rappellent pas, mais on a beaucoup, enfin, nos conférences ont beaucoup servi dans les débuts de TV Liberté, par exemple. Le, Excellent. parce que au tout début, à cause d'une bisbille tout à fait typique du camp de la droite française, il y avait un clan de Radio Courtoisie et un clan de TV Liberté. Donc, résultat, il y a des gens qui avaient peur de perdre leur accréditation Radio Courtoisie, parce que l'accréditation Radio Courtoisie, on ne peut pas vivre sans, chacun le sait. Et, et donc, il fallait des images. Et donc, nous, comme on fait, on faisait déjà un séminaire par semaine, donc ça faisait du renouvellement d'images. Et donc, je dois dire que c'est ça qui m'a un peu, qui m'a plu dans votre projet, c'est que et ça, il y avait le même point d'idée qu'il y avait au tout début de TVL, c'est-à-dire pour une fois que le camp national français n'est pas une guerre de retard. L'avantage parce que d'avoir une chaîne sur Internet, c'était totalement novateur à l'époque et tout le monde pensait que ça allait foirer. Je pense qu'il y a des gens qui vont lourdement regarder ce que vous faites en disant de toute façon ça ne marchera pas. Mais moi, je dis, il faut bien comprendre que dans une guerre idéologique, quand il y a un terrain qui s'ouvre, il faut l'occuper. Et tout terrain non occupé sera occupé par l'adversaire. C'est comme ça, c'est la guerre qui le commande. Tout terrain utile, bien sûr. Si vous voulez, si on retourne au télégraphe, évidemment, on peut le faire, hein, personne ne nous suivra. La guerre est totale, Mais effectivement. voilà, une guerre est totale et c'était un beau pari de le prendre. Là où je voudrais vous interroger, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de créateurs de contenu en France? Je Oui. parle sous votre contrôle. Bon, il y Oui, a oui, il y toute en la a beaucoup. galaxie YouTube. Bon, mais vous, ce que vous voulez, c'est de l'entrée, c'est de la montée de gamme par rapport à ça. Donc ça, c'est tout à fait normal.
Le problème, c'est qu'il y a si vous voulez, prenez le cas de la fiction. euh, Moi, je vois le nombre de gens qui ont peur. Contrairement à ce qu'on croit, il y a énormément d'artistes dans le camp souverainiste, hein. Il y a énormément Ouais. de BD-man qui en vivent. Mm. Il y a des acteurs, et pour certains de grands acteurs qui le sont, Mm. qui le disent pas trop fort. Certains le disent. Par exemple, Ouais. quelqu'un que j'aime beaucoup, qui appartient à la grande galaxie Camelot, qui en est, tout le monde le sait, et, qui est un grand acteur de théâtre et de télévision. Mais il y a beaucoup, particulièrement chez les jeunes acteurs, de gens qui ont peur de ne jamais avoir une accréditation d'une série de France Télévisions s'ils ont nos idées. Je pense d'ailleurs pas totalement à tort. Donc, entre les interdits du monde où il y a de l'argent public et la créativité du monde où il n'y a pas d'argent, YouTube, comment vous avez fait pour trouver des créateurs de contenu? Et ben, pareil, ça a été un long périple. Moi, ça fait 2 ans que je prépare ce projet. Et Mhm. en même temps que forcément je levais des fonds, il fallait donner envie aux investisseurs de nous suivre et de nous soutenir. Donc il fallait arriver avec des productions originales, des idées nouvelles et surtout des équipes chevronnées. Mhm. Et il faut dire que la Providence a bien fait les choses parce que tout au long de ce parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer des réalisateurs, des cadreurs, des monteurs, des ingénieurs son, tout le panel, si je puis dire, des techniciens et des artistes nécessaires à la réalisation d'une œuvre audiovisuelle. Mhm. Et aujourd'hui, on est très content parce que chez Epopée, on a déjà 4 programmes originaux avec 4 réalisateurs qui chacun chapeautent une équipe de techniciens. Donc les équipes vont de 5 à 10 personnes en fonction des programmes. Ouais, quand même. Ouais. Et ces gens, effectivement, font le même constat que vous, c'est que malheureusement, en France, on a une activité audiovisuelle très, je dirais, féconde, mais hélas, très orientée, et pas toujours de bonne qualité, Oui, oui, il même faut être si... honnête. Comment? Oui, il faut être honnête. Non, non, Le- mais voilà. le- Donc, elle est subventionnée, cette production. Donc, bah, comme tout ce qui est subventionné, évidemment, bah, il y en a pléthore, sauf que bah, ça rencontre pas forcément son marché, parce que c'est pas ce que les gens veulent. Il suffit de voir ce qui s'est passé aux États-Unis lorsque Netflix ou Disney Plus se sont mis à aller plein gaz dans le wokisme. Il y a une sanction tout de suite qui est arrivée de la part des marchés et qui leur a tout de suite dit non, mais là, vous arrêtez parce qu'on est en train de perdre comment je dirais, du chiffre d'affaires. Donc, je mets cette anecdote de côté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, comme vous, ils ont fait le constat que dans l'audiovisuel, il vaut mieux être discret. Non seulement il ne faut pas se faire remarquer, mais en plus de ça, il faut abonder dans le sens de ces nouvelles théories. Et ben moi, j'ai rencontré des gens qui en avaient marre, justement, non pas de ce terme, mais même de devoir abonder en ce sens. Et donc, c'est pour ça que lorsque je les ai rencontrés, bah, ils se sont dit, bah, enfin, un projet qui va me permettre d'allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire me donner les moyens d'être fécond artistiquement, parce que nous, chez Epopée, on met les moyens à disposition des artistes et après, eux développent les œuvres, même si évidemment, on contrôle la réalisation, enfin la production. Et en même temps, bah voilà, d'être ce qu'ils sont. Chez Epopée, on ne fait pas de sectarisme, contrairement au cinéma ou d'autres univers audiovisuels. Tous ceux qui aiment la France sont les bienvenus, voilà, et peuvent exprimer leur art. À partir du moment où on fait la promotion de cet héritage commun qui nous unit, en fait. Mhm. Euh, dans les programmes que vous proposez, il y en a un sur lequel je voudrais vous interroger particulièrement, c'est celui sur le patrimoine héroïque. Est-ce que vous pourriez m'en dire deux mots? Oui, bah, l'idée, en fait, ça part d'un constat. C'est-à-dire que on se rend compte que depuis plusieurs décennies maintenant, il y a une élite qui s'est malheureusement amusée à vouloir dénigrer certains de nos héros nationaux, qui ont voulu déconstruire certains pans de notre histoire et faire culpabiliser les Français, voilà, pour la faire simple. Et en fait, nous, ce qu'on avait envie à travers de ce programme, c'est aborder un épisode historique au travers duquel des Français, des héros français, ont brillé par leur courage, leur intelligence et leur bravoure. Et donc, c'est ainsi qu'est né le Panthéon des héros. Le Panthéon des héros, c'est entre l'émission culturelle donc et le docu-fiction. C'est une comédienne qui raconte justement un épisode de l'histoire de France. Et là, on arrive avec le premier épisode qui est donc le récit de la bataille de la Marne. Ça s'appelle Les Vainqueurs de la Marne, et plus précisément comment le maréchal Guéligny notamment et le général Lorzac
ont réussi de manière très astucieuse à inverser le cours de la Première Guerre mondiale, qui était d'ailleurs catastrophique pour les Français. Et justement, ils ont, par leur intelligence et leur panache, leur bravoure, réussi, et parfois même en allant à l'encontre, ce qui est le cas du général Lorzac, des ordres de l'état-major, ont réussi à préserver une partie de l'armée et ensuite de Hmm. réattaquer au front. Mais donc voilà, donc en fait, le Panthéon des héros, c'est ça. C'est la mise en valeur de héros français qui ont brillé justement par leur panache et leur intelligence. Non, parce que ouais, c'est volé, c'est assez, c'est assez intéressant, je veux dire. Parce que justement, ce qui est, comment dire, Moi, si je peux rebondir justement vas-y. sur vos travaux, évidemment, le souverainisme, c'est un sujet important, particulièrement aujourd'hui. On le voit au niveau de l'actualité en Europe avec l'OTAN, etc. Mais en fait, le souverainisme, pour moi, c'est un moyen, dans le sens où, Pour tout le encore monde, faut-il hein. avoir... Comment? Pour tout le monde. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'il y Oh. a derrière l'idée de souverainisme? C'est de défendre justement une identité et un savoir-être, un art de vivre, une culture, une civilisation, des héros, des intellectuels, etc. Et en fait, le souverainisme, moi, je pense qu'il s'illustre et il est palpable à partir du moment où on sait ce qu'on veut défendre. Et c'est ça l'idée d'épopée. C'est de mettre en Hmm. valeur et en perspective euh, pourquoi nous nous battons et ce qui doit être justement préservé. Le, Justement, ça, c'est un point intéressant et qui en réalité, c'est- je m'en explique assez souvent, mais ça me donne l'occasion de m'en réexpliquer. Si vous voulez, qu'il y a un point que les gens ne comprennent pas. Je vais vous dire, là, je vais bientôt sortir un petit livre qui m'a été demandé, hein, je ne voulais pas l'écrire, mais pour faire les 20 ans le bilan de mes 20 ans d'engagement au sein du camp national, qui est en réalité un livre à l'usage des militants. Ouais. Et en réalité, ce qui est très paradoxal, c'est que, si vous voulez, ça, c'est beaucoup de gens disent, vous voulez la souveraineté, mais pourquoi faire? Vous voulez la souveraineté comme un but en soi. Et ça, si vous voulez, c'est une accusation. En réalité, je vous le dis, je veux choquer personne, hein. Mais comme les souverainistes prennent le fond des dossiers et travaillent. Et il y a une devise que je mets dans mon livre du souverainisme canadien, c'est on va toujours trop loin pour les gens qui ne vont nulle part. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a les souverainistes qui travaillent et le reste du camp national qui insulte, qui commente et qui dénigre. Et qui ne fout rien. Ça fait 20 ans que je vois les mêmes gens raconter les mêmes choses. Vous voyez? Ça fait 20 ans que des gens qui ne savent pas comment on organise un charter migratoire me parlent de renvoyer des gens. Ils ne sauraient pas écrire une déclaration de préfecture de renvoi sans faute d'orthographe, mais ils savent pas comment ça se fait. Ils savent pas qu'il faut deux agents pour sédater un mec et le mettre dans un avion. Enfin, ils savent pas qu'il faut une autorisation du pilote pour décoller. Enfin, ils savent rien. Principe de Et le réalité. principe de réalité. Et le problème, et ça par contre, c'est là où il y a un point qui est important, c'est que beaucoup de souverainistes, parce que tout simplement le travail est dur et le travail prend du temps, bah, si vous voulez, quand vous les interrogez sur autre chose, vous voyez qu'ils ont leur héros, ils ont leurs martyrs, nous on a les nôtres, hein. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de faire ce romantisme-là, qui est tout à fait nécessaire pour n'importe quelle cause, celle-là compris. Mais que on est obligé de maintenir ce que beaucoup de gens nous reprochent, notre froideur, parce qu'on est obligé de maintenir on est obligé de maintenir le discours de raison. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le système parle, il faut que quelqu'un lui réponde, et soit on lui répond de manière hystérisée, ce qui ne sert à rien, ce qui ne sert à rien, parce que Mais qui correspond effectivement à nos modes de fonctionnement parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien dans la sûr, société du spectacle. parce que on est dans la société du spectacle. Je vais vous donner un exemple. Euh, on va prendre le cas exactement dans votre corps de métier. On va prendre le Napoléon de Ridley Scott. Oui. Bon, le Napoléon de Ridley Scott, de toute évidence, a un défaut premier, c'est qu'il a pris
un historiographe français. Je rappelle que le mec est le conseiller de Ridley Scott est français, hein. Donc c'est pas un coup des Anglais, etc. C'est un coup d'un Français, conseiller historique du film, qui a accrédité l'historiographie anglaise que Napoléon est un despote. Point. Et un petit Corse capricieux, alors que Napoléon, contrairement au mythe, faisait une taille tout à fait normale. Le mythe de l'empereur nain, je ne me rappelle pas d'où il est venu, mais il est faux, hein. Bonaparte avait une taille totalement normale pour son époque. Et, euh, Mais et le si, c'est problème. pareil, c'est de la psychologie de bas étage pour dire, bah, regardez, Oui, il a été conquérant et il a créé des guerres parce que il en avait une petite. parce que C'est ça c'est un l'idée, quoi. gnome. Voilà, parce que c'est un Voilà, c'est ça. gnome. C'est Is ça. no good emperor. Or, C'est ça. En et, 2023, et- il aurait eu un gros 4x4, quoi. Voilà, c'est tout. voilà, et, le, et si vous voulez, alors évidemment, Ridley Scott se défend de toute inaffection vis-à-vis de la France. Il a pris des libertés, mais si vous voulez, le problème, c'est que comme il ne connaît pas l'âme française, il n'a pas pu la filmer. Comme il avait compris l'âme romaine, ce qui est drôle d'ailleurs avec le même conseiller historique. Hmm. Il avait fait Gladiator. Gladiator est faux de A à Z historiquement. Mais par contre, c'est l'esprit de Rome. Enfin, c'est l'esprit de la Rome républicaine, pour être tout à fait précis. Or, le problème, c'est que là, ça a La totalement fiction foiré. inspirée de faits réels, quoi. C'est ça l'idée. Voilà. Or, le problème, c'est que le raisonnement premier euh, qu'ont eu mes camarades souverainistes, ça a été de prendre un stylo et de pointer, vu que c'est souvent de très bons historiens, toutes les erreurs de fond, dont D'accord. la première, c'est la présence de Bonaparte à la décapitation de Marie-Antoinette. Bonaparte est à Toulon à ce moment-là. Bon. Et il est vrai que ça, c'est le problème de l'éthique du travail des miens. Hmm. C'est que, comme on travaille beaucoup, on ne voit pas que les gens ont besoin de chair, de sentiments. En réalité, les gens ont besoin de peu de réalité, en fait. Les gens ont besoin aussi qu'on leur donne un récit. Mais ça, si vous voulez, on n'a pas, et ça c'est vrai, hein, on on n'y a pas travaillé déjà pour une raison, c'est que les journées n'ont que 24 heures. Donc, si vous voulez, c'est c'est aussi pour ça que souvent, les jeunes artistes souverainistes sont dans des arts de patience, pas des arts d'immédiateté comme la création audiovisuelle. Moi, j'ai été très surpris, hein, je vous le dis, hein, du nombre de BD-man professionnels. Je dis bien professionnels, c'est pas le mec qui fait sa BD dans son Oui. et qui est guichetier à la Société Générale. C'est le mec qui en vit. Donc ça veut dire que la BD, elle marche. Parce que sinon, vous en vivez pas. Simple. Euh, qui sont dans nos rangs. Des mecs qui, quand vous connaissez leur nom professionnel, sont au pinacle de leur société, de leur, De leur art. de leur art, mais ils me le disent eux-mêmes, un mot, même si je le fais dire par un personnage, et le festival BD, c'est l'une des dernières, des derniers vrais fromages de la gauche culturelle. Donc, le, le, des, des vrais fromages de la gauche culturelle, donc un mot, et vous êtes liquidé. Mais vous êtes liquidé de tous les festivals, c'est terminé, terminé, Dieu Berthe. Angoulême, c'est plus pour vous. Or, c'est vrai que Alors que la culture, je me permets, hein, c'est le seul bien sûr, moyen allez-y. de parler à l'imaginaire collectif. Et c'est ça, Hum, justement, qui a été rompu totalement. Non, non, là, c'est ces très vrai. dernières décennies. En fait, quand on parle de roman national, on parle de figure héroïque, on parle de ferveur, de panache, des pics même, de traits de caractère qui ont fait de la France une grande nation et des Français un grand peuple, mais qui a été rompu à partir du moment où la gauche a mis la main justement sur cet environnement culturel et qu'elle l'a scellé. En fait, c'est ça le problème. C'est Avec, qu'elle n'hésite pas à s'approprier justement cet univers du culturel, mais parce que nous, malheureusement, si je puis dire, les amoureux de la France, on s'est un petit peu soumis aussi à elle en s'excusant, si je puis dire parfois, et ça a été le cas des gens qui travaillent, votre ami là, qui travaille dans la BD, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas authentiquement être soi-même aimer la France dans un univers qui est totalement verrouillé ah par oui, totalement. justement ces gens
qui essaient de la Euh, détruire ou de la mm. déconstruire. Et il faut pas oublier une chose, et c'est d'ailleurs là où c'est l'intérêt de ce que vous faites, c'est faut pas oublier une chose, c'est que il y a eu, comment dire, la gauche culturelle ou la gauche californienne a pu prendre ce pouvoir euh, aussi, et il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle a facilité le tournant antinational d'une large partie de la droite. Faut pas oublier une chose, hein, le, celui qui veut liquider les fêtes patriotiques du 8 mai par germano-servilité, c'est pas François Mitterrand, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Tu vois, faut pas l'oublier. Or, le problème, c'est qu'en réalité, c'est Les hommes de droite ont plus de responsabilités vis-à-vis de la situation actuelle que les hommes de gauche, hein. Quand je dis les déjà, hommes, ça va être la droite, ils ont évidemment. été au pouvoir plus longtemps, et vous avez raison. Et puis, si vous voulez, c'est le général de Gaulle l'avait très bien vu dans un passage où il est près Jean-Claude Michéa. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais l'idée des deux bourgeoisies françaises, une libérale et l'autre libertaire, unies contre le pays, c'est pas une idée de Jean-Claude Michéa, c'est une idée gaulienne à la base. D'accord. C'était, le général le dit, la bourgeoisie de gauche qui lit l'immonde et la bourgeoisie de droite qui lit le Figaro, le jour où ils seront d'accord avec moi, ce sera une catastrophe nationale. Et le, il avait bien vu la petite bourgeoisie culturelle que la gauche a eue pendant des décennies, Mhm. qui a eu comment dire, un travail de sape et de destruction au service de la grande bourgeoisie et d'argent. Elle a eu ce travail de sape parce que c'est en son sein qu'on recrute les profs, déjà. Donc, destruction de la transmission. Mais c'est également elle qui donne le standard culturel de consommation, ce qu'on appelle la ménagère de moins de 50 ans, quoi, si vous préférez, que TF1, que les grandes chaînes vont prendre et que bien sûr la production cinématographique va prendre comme étiage. C'est ces gens-là qu'on veut draguer, c'est ces gens-là qui vont au ciné. Bon. Et c'est pas la haute bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est très peu de gens, en fait. Comme Michel le rappelle très bien, c'est qu'on a besoin de 20% de techno-gestionnaires. C'est pour ça que les 1%, c'est un mythe incapacitant. Parce que pour qu'il y ait 1% qui encaisse, il faut 20% de garde du système. Donc, prof, journaliste, magistrat, etc. Et là, le vivier de recrutement, c'est la petite bourgeoisie. Et d'un certain côté, c'est elle dont faut la réduire en tant que classe, mais il faut surtout la réduire symboliquement en tant que classe. C'est-à-dire c'est à elle qu'il faut mener la guerre culturelle. La guerre culturelle à Bernard Arnault, il a les moyens de ne pas voir que vous lui faites la guerre. Il a les moyens Tant que vous n'avez pas les moyens d'État, il a les moyens de vous mépriser. Mais Mhm. c'est à ces gens-là le macronisme s'adresse à eux, faut pas l'oublier. Le, les winners d'écoles de commerce c'est-à-dire tout en réalité la technostructure servile de, de, de l'appareil de production d'idéologie dominante. C'est à ces gens-là qu'on s'adresse et c'est leur représentation, si vous voulez. C'est, c'est pas l'ancien ouvrier communiste, même s'il vote Mélenchon, qui va vous dire que Napoléon est un salaud. C'est pas lui qui va Non. venir vous le dire. C'est rare. Mhm. C'est plutôt le petit prof de gauche, lui-même fils de prof ou fils de notaire. C'est lui qui va venir vous emmerder. Et c'est pour ça que j'aime bien votre projet, parce que c'est s'attaquer aux représentations de ces gens-là aussi, qui sont dominantes hein, si vous voulez, qui sont dominantes et qui jouent sur un aspect de l'âme française qui est un des derniers legs du christianisme, qui est notre tendance à la culpabilité. C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que je partage complètement le constat. Effectivement, il y a une caste, une catégorie sociale qui a mis en place des règles du jeu. Parce que l'être humain, il faut revenir à l'essentiel anthropologique. L'être humain, il a peur que d'une seule chose, c'est de se faire exclure socialement. Hmm. Comme vous le dites, il y a toute une
organisation qui s'est structurée autour d'une élite, mais qui du coup préserve un univers dans lequel eh ben, il y a des choses qui sont bien à dire et d'autres mal. Et celui qui sort du rang est considéré comme étant un déviant. Ça, c'est le principe. C'est très orwellien, mais on y va de toute façon. Il y a plein de choses qui avaient été comprises bien avant par beaucoup d'écrivains. Mais donc, l'idée, elle est là. Et il n'y a pas de contre-pouvoir aujourd'hui à ça, et c'est d'ailleurs à cette, je dirais, puissance-là que s'est soumis les hommes politiques de droite, c'était que ils pouvaient pas penser ce qu'ils pensaient, et ils pouvaient encore moins le dire, parce que sinon, ils étaient tout de suite carnaqués par la presse, en général, même la presse, que ce soit centre, gauche ou centre-droit, je dirais. Et le problème, c'est que cette situation, ce manque de courage de ces hommes de droite, pour moi, découle d'un manque d'authenticité. Sauf que pour être authentique et pour être indépendant, idéologiquement et culturellement, encore faut-il avoir des références. On Ça, en je suis revient à cette d'accord. histoire d'imaginaire collectif qui a Je suis été d'accord. rompue, Hmm. qui a été rompue à l'époque de Touche pas à mon pote, Oui, notamment, où oui, on a tout à fait. expliqué que les On Français. est au cœur des années 70 et le tournant, c'est les années 75-85. C'est cette Exactement. décennie-là. Exactement. Où en fait, on a expliqué que les Français, c'était des gros beaufs. Donc là, il y a toute la caste culturelle de gauche parisienne qui s'est bien amusée là-dessus. On a expliqué que c'était des collabos. On a expliqué que c'était des colonisateurs, alors que c'est la gauche qui a voulu la colonisation à la base. Bien Si sûr. on fait un peu d'histoire, c'est pareil, les pleins pouvoirs, Pétain, c'est la gauche. Enfin voilà, enfin, il y a plein de vérités historiques absolues qui ont complètement été instrumentalisées pour faire culpabiliser ce peuple de Français qui était plutôt fier de lui à l'origine, et il avait de quoi l'être, hein, parce que je Et crois il que avait de quoi la France l'être. est un des pays qui a mené le plus de batailles, qui a eu le plus de victoires dans toute l'histoire du monde, et à juste raison, il y a peu de pays qui ont la chance d'avoir autant de personnes illustres dans toutes les catégories, je dirais, socio-professionnelles confondues, que ce soit l'armée, l'ingénierie et j'en passe, l'entrepreneuriat aussi. Et donc, en fait, dans le tournant des années 70, effectivement, à ce moment-là, il a fallu museler les Français pour pouvoir justement que cette force de l'argent qu'est cette nouvelle bourgeoisie, en réalité, s'installe et qu'elle verrouille tous les leviers de Hmm. validation sociale français, en réalité. Hmm. Et donc, c'est à cause de ça que maintenant, moi, par exemple, il suffit de voir les attaques que j'ai subies de la part de Libération, toujours les mêmes d'ailleurs, les mêmes Hmm. qui avaient fait la une sur Vaincre ou Mourir, forcément, pour dire que c'était scandaleux, qui avait critiqué la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en expliquant que c'était horrible, que évidemment c'était un gros truc de beauf, la fronce, je sais pas quoi. Et donc évidemment aujourd'hui ils se sont attaqués à nous au début du projet sans même avoir vu notre catalogue, parce que par principe, en fait, tout ce qui fait la promotion de la France de toujours, de Hmm. nos traditions, de nos savoir-faire et de ceux qui les font vivre, eh ben en fait c'est juste pas possible. Sauf qu'en faisant ça, bah, ils nous ferment de faire des soutiens potentiels, parce que du coup on apparaît par Libération, qui a quand même un label, comme étant, ça y est, un truc de conservateur, poussiéreux, réac, etc. Bah, non, en fait, tous ceux qui aiment la France sont les bienvenus dans notre initiative. C'est ça le message. Il est fédérateur, notre message. Mais pourquoi je dis ça? Parce que justement, le travail de fond, il est là. Il est d'aller déconstruire tous ces mythes que la gauche a mis dans nos têtes, cette fameuse bourgeoisie, et de dire maintenant aujourd'hui, donc j'ai raison d'être comme je suis, et j'aimerais qu'il en soit de même pour les Français, et c'est d'ailleurs l'initiative d'Épopée, c'est de mettre en perspective ce qui fait justement les valeurs de la France, nos racines, notre culture, et du coup d'être un antidote face à toute cette propagande et cette idéologie qui souhaite justement couper court à nos racines. Je, on va vous suivre. On signalera de temps en temps vos nouveaux programmes quand on s'en sentira le plus proche. Mais c'est une belle initiative. Je vous souhaite tout le succès possible. Là, on a deux Ça gros va, projets. Là. vous pouvez nous en dire deux mots? On a deux très gros projets. Donc, nous Mhm. sommes arrivés parce que l'enjeu, c'était de montrer qu'on pouvait avoir des initiatives entrepreneuriales et professionnelles dans un secteur d'activité qu'on n'imaginerait pas forcément accessible, qui est l'audiovisuel. Je pense que le pari est réussi. Vous avez vous-même pu aller voir nos programmes, nos Mhm. reportages, nos Tout à fait. documentaires, et constater par vous-même qu'il y avait de la technique, des drones, une équipe fournie, et donc du coup, des images de qualité. Ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, maintenant, une fois qu'on a montré qu'on était capable de produire des contenus de haut niveau, professionnel, eh ben, c'est d'attaquer la fiction.
Parce que là, on touche l'imaginaire collectif, là, on fait vivre la culture française, et pire que ça, on la rend immortelle. Parce que forcément, les œuvres audiovisuelles, lorsqu'elles sont bien faites, sont universelles, et elles traversent le temps. C'est ça, notre initiative. Et donc aujourd'hui, nous avons deux gros projets sur lesquels nous travaillons. Le premier qui est un dessin animé, qui s'inspire de la chanson de Roland, donc avec toute la geste chevaleresque, ce côté épique. Donc on découvrira les aventures de Roland et de ses 12 preux. Donc j'en dis pas plus, on va bientôt pouvoir communiquer plus en détail concernant ce projet. Et on a un deuxième gros projet qui est la réalisation d'une série de fiction qui est inspirée du roman de Cap et d'Épée et qui justement va mettre en valeur aussi ce trait de caractère très français qui est que dans les pires situations, eh ben, finalement, on s'en sort toujours. Et donc justement, ça, c'est notre deuxième gros projet. Voilà à peu près les gros travaux sur lesquels nous sommes en train de nous affairer. Non, là, il y a des, comment dire, il y a des félicitations de circonstances parce que On n'a pas encore fait, ça arrive. Mais merci non, d'avance. non, non, c'est pas ça. C'est au moins d'avoir mis un premier drapeau, quand bien même il tomberait, il a été là, et donc ça veut dire qu'on peut s'engager sur le terrain parce qu'on ne se rend pas compte que les réenracinements nationaux durs à l'échelle de notre monde se font par là. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui n'est pas du tout commenté, en tout cas certainement pas par la droite française parce que ça la gêne. Je vais vous donner l'exemple de Xi Jinping, Oui. qui, qui, par, qui, par rapport à la totalité des hommes politiques occidentaux actuellement en place, est un homme remarquable. Le, Ah bah, si vous voulez, c'est quand même un homme qui est né en disgrâce et qui a conquis le pouvoir et qui gère 1,4 milliard de gens. Alors que son père a été torturé lors de l'affaire de la Banque des Quatre, donc lui, il est né en disgrâce, en vraie disgrâce. Il aurait jamais dû arriver là où il est. C'est un homme en plus, c'est un homme qui est très francophile. Il fait éduquer ses enfants en français. Pour ça d'ailleurs qu'il a été très surpris que Macron lui dégueule sur la francophonie quand il est arrivé en Chine, Mm. alors que c'est une notoriété publique que les enfants de Xi Jinping apprennent le français, donc à sa demande, à la demande paternelle. Mais bon, et, euh, et il a tout un courant dont on ne parle pas du tout chez nous, qui est dommage, qui sont le retour des séries chinoises. La jeunesse chinoise en est folle. Ce sont que les séries impériales. C'est-à-dire que l'interdit maoïste, ou réputait-elle, parce que c'est plus compliqué que ça, de parler Mm. du passé a été totalement levé. Et donc parfois, vous avez des jeunes Chinois branchés qui s'habillent en tenue 1900. Euh, D'accord. c'est le, c'est le, on va dire, c'était de très belles robes, machin, etc. Donc c'est un côté très rétro vintage qui peut être rigolo. Mais Mm. la jeunesse chinoise se réapproprie son histoire à travers ces séries qui d'ailleurs sont exportées dans toute l'Asie. Ça, on n'en parle absolument pas, mais euh, voilà, en Asie, on fait. Alors, ils diffusent des trucs qui viennent d'Occident, hein, le problème n'est pas là. Mm. Le problème, c'est qu'ils font aussi deux choses qu'ils savent très bien faire et que nous, on ne sait pas faire du tout. Mhm. Ils copient les fictions. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu l'équivalent des experts en série de Singapour. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Mm. Et vous êtes à Singapour, si vous voulez. Voilà, c'est C'est pas une un vraie truc adaptation. américain, etc. Vous êtes à Singapour. Vous Mm. reconnaissez la ville, les us et coutumes. Les juges ont les grandes trucs à crâne de cheval qui datent de l'époque britannique, les grandes perruques. Enfin bon, voilà, tout Mhm. ça. Et de l'autre côté, eh bien, donc ils tournent, ils s'approprient des créations pour eux, et de l'autre, ils en font sur leur histoire, et ils laissent finalement relativement peu les étrangers leur raconter leur histoire, ce qui est quand même une grande spécialité française. C'est pour ça, Oui. par exemple, que le dernier Les Trois Mousquetaires a surpris tout le monde. C'est, tiens, pour une fois, un film français à peu près potable sur un épisode certes romancé, mais de l'histoire de France. Donc Oui. tout le monde s'est regardé en disant, ah oui, quand même.
Ah tiens, Vincent Cassel, c'est être un bon acteur. Mais ça aussi, Il ça y en a sort. quand même un qui est bi, je crois, dans le lot. Hein. Ah non, mais fallait On peut pas rajouter. plus Bah, s'en de toute empêcher. façon, fallait quand même mettre quand même un truc dans le cahier des charges. Là, sinon, C'est ça, et, voilà. sinon Exactement, oui. vous passez pas le catalogue de France Télévisions. Il faut pas C'est déconner. ça. Il sera éligible aux Si vous Oscars, comme voulez, ça. Non, mais c'est ça. s'il y a pas un nain métis avec un strabisme, vous allez au devant de graves ennuis, mon ami. Donc, je vous conseille d'avoir un unijambiste dans un coin pour vos trucs, hein, vous aurez moins d'ennuis. Non, mais c'est grave, hein. Mais c'est vrai que c'est fou, hein. Mais oui, oui, non, mais c'est ça. Ah C'est bah, ça. C'est-à-dire que soit c'est Porto, les Américains, soit c'est nous, mais on met un prisme, évidemment, pour être ah éligible aux mais subventions oui. et aux décorations. Ah bah oui, oui, non, mais c'est sinon, et puis sinon, vous savez, sinon ça pourrait faire le jeu de l'extrême droite, pas de ça chez nous. Mais Ouais, c'est ça. voilà, parce que Portos bisexuel, à la lecture d'Alexandre Dumas, on aurait pu garder Porthos tel qu'il est, c'est-à-dire un partouzard dans l'histoire originelle. Enfin, un grand C'est ça. amateur de femmes, disons ça comme ça. Mais, mais bon, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. Bon, donc, fallait bien cocher une case. Mais, mais bon. Mais l'histoire, oui, ça plaît énormément, particulièrement à la nouvelle génération. Moi, je m'en rends bien compte. Et c'est rigolo parce que pour la petite anecdote, parmi les 4 programmes qu'on a actuellement sur la plateforme, celui qui génère le plus de réactions, mais de réactions très positives d'ailleurs, hein, vraiment de félicitations, c'est le Panthéon des héros, alors que techniquement, c'est celui qui a coûté le moins cher, si je puis dire, à produire par rapport aux autres. Il y a eu moins de jours de tournage pour le Panthéon des héros. Et c'est celui qui fait le plus réagir et dont les gens sont le plus friands, mais parce que justement, voilà, on parle de l'histoire de France et c'est formidable, c'est une magnifique aventure. Mais donc, tout ça pour dire que tout ce qui tourne autour des thématiques historiques, c'est effectivement le nerf de la guerre. C'est pour ça, quand vous parlez de la jeunesse chinoise, c'est très intéressant parce que là aussi, C'est les l'histoire est mêmes mouvements. instrumentalisée. C'est les mêmes mouvements, si vous voulez. Le, euh, qui dit le passé peut maîtriser le présent et et penser les conditions de l'avenir, si vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui on est dans une destruction méthodique. C'est-à-dire que parce qu'ils veulent pas gagner, vous voulez, le but que ce soit les woke, que ce soit l'oligarchie, ils veulent pas vous détruire en détruisant votre passé. Ils veulent vous détruire en vous empêchant de penser votre avenir. C'est différent. Vous voulez, gagner le passé est inutile en soi. Mais Mm. le problème, c'est d'éviter à tout prix que des hommes se disent si des choses si grandes ont été possibles dans le passé, elles sont possibles dans l'avenir. C'est ça le message. C'est-à-dire que vos ancêtres ont été des larves, vous êtes des larves, et comme toutes les larves, vous obéissez. Vous savez, le message est assez clair. Mais Exactement. on va vous suivre, et qui sait, peut-être qu'à un moment, peut-être qu'on vous suggérera un ou deux trucs, parce qu'on a deux, trois historiens maison qui sont pas mauvais. Donc, donc voilà. Et sincèrement, je souhaite la meilleure réussite à votre projet. On vous suivra parce que moi j'aime bien qu'on fasse les batailles qu'on fasse les batailles du bon temps, et qu'on n'essaye pas de gagner des guerres déjà perdues. Donc, bon courage à vous et à vos équipes, Romain, et je vous dis à très bientôt. Bah merci, simplement, voilà, vraiment sincèrement vous remercier parce que je sais que vous êtes dans l'opérationnel, donc ça fait toujours plaisir de discuter avec quelqu'un d'aussi érudit, connecté au réel. Effectivement, Épopée, voilà, ça répond à la problématique selon laquelle, en fait, on voudrait nous faire croire que nous sommes un peuple mort, un peuple de traîtres, qui n'a Mmh. aucune histoire, etc. C'est pas le cas. Plein d'épisodes de l'histoire de France prouvent que même si la situation est difficile, Dieu merci, nous pouvons nous en sortir. Je prends votre thématique, hein, De Gaulle, lorsqu'il est arrivé en 1945, il a fait croire au monde entier que la France avait gagné, et c'est devenu une vérité révélée. Mais il fallait avoir l'audace de mettre en avant Ah, justement cette force. ça c'est sûr qu'il Vous vous fallait. rendez compte l'état dans lequel il a récupéré la France? Ah oui, C'était
Ah bah, terrible. Les Français ont ah oui. perdu plus de 10 kilos en moyenne pendant la guerre. C'était une catastrophe. La plupart des Hum, grandes villes étaient détruites. Enfin, c'était terrible. Et pourtant, De Gaulle est arrivé et on a eu les Trente Glorieuses et il y a eu ce sursaut. Et ben, hum. Épopée, c'est pareil. La situation, elle est difficile. Ouais. Effectivement, il y a des grandes problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Mais grâce à notre imaginaire collectif, grâce à notre histoire commune, on va s'en sortir. Et ben, aider un projet concret qui est Épopée à se développer. Et pour ça, il faut venir nous soutenir sur les réseaux sociaux, nous soutenir financièrement. Toutes les informations sont sur épopéefilm.com. Et certaines seront disponibles directement sous cette vidéo pour que vous puissiez trouver votre chemin, mes petits poussés, parce que je sais que quand c'est à plus d'un clic, c'est déjà un effort, mes petits lapins. Voilà, donc je... bon courage à vous et à vos équipes, Romain, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.